Donc, on est la branche French Produits Sud-Ouest et c'est la communauté qui regroupe et connecte dans des événements comme celui-ci les amoureux de la communauté produit. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de prendre part à l'association. Vous pouvez rejoindre un Slack qui est dynamique et qui regroupe tous les gens autour de la communauté du produit. Il y a aussi une communauté dédiée qui s'appelle French CPO qui regroupe plutôt les décideurs côté produit. Et il y a des chapters donc régionaux dans les différentes régions de France. Des initiatives assez diverses de la communauté en dehors des meet-ups. Donc il y a du mentoring, il y a un groupe autour de la diversité dans le produit, ou une ligue Mon Petit Gazon de football. Et il y a des ressources assez diverses sur des replays, des podcasts et aussi un Notion pour partager les différents retours d'expérience qu'on peut avoir au sein de la communauté. Donc il y a 2800 personnes sur le Slack et toujours plus à chaque fois qu'on arrive à diffuser les meet-up à une population qui du coup rejoint le Slack après. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Et voilà les 6 chapters donc, qui découpent la France. Alors on n'est pas encore au niveau juste régional, on a grandement découpé la France en 6 zones. Aujourd'hui, nous, on est 5 à organiser ces meet-ups. Donc, il y a Irène qui nous a rejoint très récemment. Et sinon, donc, Arnaud, Martin, Margot et moi. L'idée, c'est du coup de l'organiser donc, bénévolement et de réunir des boîtes très différentes. Donc, il y a des marketplaces, fintech, du pari sportif, de l'architecture et du conseil en produits. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi des éclairages différents pour vous donner une variété de meet-up. Un nouveau concept aussi grandi au sein de la communauté, c'est les crews. Donc les crews, c'est des groupes d'entraide de 4 à 6 personnes dans l'objectif de se spécialiser ou échanger spécifiquement sur un projet et une skills que vous voudriez développer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes déjà sur le Slack, à rejoindre un crew qui vous parle pour monter en compétences et accroître le scope de ce que vous pouvez faire en produit. On a des sponsors et on en a des nouveaux, donc on va vous les présenter. Donc TAC, c'est une société de conseil en product management qui nous suit et qui nous suit au niveau national. Il y a aussi des sponsors locaux, on en a 2. ILEC, c'est donc l'énergie verte qui a des bureaux à Toulouse et à Bordeaux. Vous avez un petit scan, je crois qu'on essayait de voir avec Claire pour une petite promotion ou un deal pour les French Products. Donc voilà, si vous venez de notre part, il y aura peut-être des choses qui seront faites de leur côté. Et 5 degrés qui nous a rejoint très récemment, qui est aussi une agence donc, de conseil en product management en transition produit. Et on a la chance ce soir d'être dans les superbes locaux flambant neufs d'Innov. Donc merci beaucoup. Je passe la parole à Harry pour nous présenter ce campus. Et puis Innov, qu'est-ce que vous y faites ? Merci beaucoup. Bienvenue à Innov. Donc, je m'appelle Harry de Souza, donc je suis le directeur de l'école. Donc je suis ravi de vous accueillir ici. Donc ce campus est flambant neuf, il date du mois de septembre à peu près. Donc on a ouvert notre premier promo étudiant ici donc il y a quelques mois. Donc Innov, c'est une école en fait qui est sur les métiers de la technologie, du digital et des industries créatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est une école qui est beaucoup sur des pédagogies par projet. Donc, on a aussi certains étudiants à nous, je crois, qui sont là donc, pour assister donc, à la conférence. Et l'idée qu'on a, c'est vraiment de pouvoir développer des compétences très pratiques, et notamment dans la filière produit, parce qu'on a 8 filières. Donc, on a de l'informatique, du marketing digital, mais également des filières plus éloignées comme la 3D ou l'animation. Mais on a aussi en fait une filière qui s'appelle Tech and Business, qui forme DPO et DPM, soit en bachelor, soit en bac plus 5. Donc, on a 2 promos cette année, donc des premières années et des deuxièmes années. Moi, je suis aussi très content de vous accueillir parce que j'ai eu une ancienne vie et j'ai été directeur produit et marketing de Radio France. Donc, c'est un métier que j'ai exercé pendant plusieurs années. Donc, je suis vraiment content parce qu'on va parler de choses auxquelles j'ai été confronté. Donc, forcément, ça m'intéresse peut-être plus que certaines conférences où j'en suis plus éloigné, pardon. Donc, voilà. L'idée qu'on a aussi sur la partie Tech and Business, c'est vraiment d'être une école du produit. Donc il y a relativement peu d'écoles qui ont ça. Et on veut développer en fait des compétences pluridisciplinaires qui s'articulent autour donc, de l'informatique, parce que c'est absolument nécessaire d'avoir des bases là-dessus. En tout cas, ça aide grandement pour faire le job. La partie UX design, donc ça c'est aussi important. Et la partie plus classique, on va dire, du marketing digital. Donc, on cherche à faire une formation qui allie ces 3 composantes pour pouvoir avoir des gens qui puissent travailler dans le produit.
Donc ça, c'est intéressant. On est vraiment sur un grand degré de professionnalisation. On a par exemple des certifications Scrum qui peuvent être passées par nos étudiants. Donc ça, on a un partenariat grâce à ça. On cherche à former en fait un peu aussi des entrepreneurs de la tech autour du produit. Donc voilà un peu nos filières. On a d'autres filières comme par exemple l'UX. On a aussi des UX designers parce qu'on a une filière créa, on a une filière market digital, on a des filières donc vraiment variées. On a 1700 étudiants ici. Donc le campus fait 5000 m². Donc si vous voulez le visiter à l'issue du pot ou pendant le pot, je vous ferai la visite si ça vous intéresse, de voir un petit peu à quoi ressemblent des salles d'audiovisuel, des salles d'architecture, des salles de 3D. Donc ça c'est aussi intéressant si ça vous botte. Et puis l'idée aussi que je profite que vous soyez là parce que notre proximité avec le monde de l'entreprise est très important puisque nos intervenants en fait, sont des professionnels. Donc, nous avons une équipe pédagogique de plus de 20 personnes sur les différentes filières. Et ensuite, nous avons 300 intervenants qui interviennent. Donc vous, si vous souhaitez intervenir, faire des conférences pour vos entreprises, faire des challenges, 48 heures, soumettre des cas à nos étudiants. Donc là, vous avez Nicolas qui est là et Jean-Michel, qui est le directeur de la filière, et Nicolas qui est le responsable de la filière Tech et Market, pour si vous voulez en discuter. Vous pouvez aussi parler de la partie relations entreprises, si vous cherchez des stages, des alternants, ou si vous souhaitez intervenir ici pour faire des conférences, pour développer votre marque employeur ou sensibiliser. Par exemple, je donne un exemple, Cdiscount va faire une conférence dans 10 jours qui est « Le PO ne possède pas le produit ». Voilà, donc là, ça va être un sujet. On a des personnes de Betclic ici présentes qui vont aussi intervenir, je ne citerai pas qui, pour un peu sensibiliser sur les différents métiers de l'UX design. Donc on fait ça de manière extrêmement récurrente. Donc on a des conférences tout le temps. Donc là, ce sera plutôt Sarah et Emmanuel qui seront là. Et puis je voulais aussi remercier notre équipe audiovisuelle, donc avec Lucas, parce qu'en fait, voilà, on va essayer de vous donner un bon niveau de captation pour que vous puissiez faire un bon replay. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne séance. Merci beaucoup, Harry, et merci encore de nous accueillir ici. C'est le plus grand meet-up en termes de capacité qu'on a jamais fait. Ce soir, on a un programme chargé et très varié. Donc, on vous le propose sous le format de 2 talks. Le premier talk de Juliette Laborie et le deuxième de Christopher Parola. C'est 2 retours croisés de CPO chevronnés puisqu'ils ont respectivement fait plusieurs entreprises. Et c'est des parcours qu'on a voulu vous montrer parce qu'au-delà de leur parcours, c'est vraiment des gens qui ont à cœur de construire des discours et des ressources pour la communauté. Donc, on est ravis que Juliette soit arrivée de Paris ce midi et Christopher, qui s'est installé dans la région, soit là ce soir. Je vais donc introduire Juliette avant qu'elle prenne la parole. Donc Juliette, elle a fait de l'engagement utilisateur le cœur de son travail au produit, notamment en le voyant comme une valeur pour le produit, mais aussi pour le business. Donc Juliette, elle vient de la stratégie et du conseil en strat. Et elle s'est très vite dit que le produit, c'était le chemin le plus court entre la stratégie et l'impact. Donc comment on peut impacter concrètement une boîte en passant de toute la réflexion stratégique jusqu'à l'application très concrète et pour fondamentalement changer son avenir. Sans plus attendre, je vous laisse l'applaudir. Juliette, c'est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? C'est bon, super. Donc merci Chloé, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Ravie d'avoir pris un peu le large de Paris pour une après-midi. Donc, effectivement, la première chose dont je voulais parler ce soir, quand on m'a demandé, OK, retour d'expérience, de quoi tu pourrais nous parler, quand on a discuté avec Chloé, elle m'a dit, c'est une des premières choses que je lui ai dites, moi, c'est effectivement, je fais partie de ces CPO qui n'ont jamais été PM. Et la question, du coup, c'est est-ce que c'est grave ? Ma réponse, vous pouvez l'imaginer, c'est non, pas vraiment. Et je voulais juste parler un petit peu de ça parce que je pense que le produit, c'est une discipline vers laquelle il y a beaucoup de chemins différents que les gens peuvent prendre. On sait qu'il y a beaucoup de chemins qui amènent de la tech vers le produit. Il y a beaucoup de chemins qui peuvent commencer dès l'école où on se forme déjà à faire du produit. Et il y a aussi d'autres parcours. Et je pense que c'est plus une richesse de notre discipline qu'un problème. Mais voilà, je voulais juste vous faire un peu le chemin qui m'a amené vers le rôle que j'occupe aujourd'hui. Et pourquoi, en fait, je pense qu'il fait beaucoup de sens. Donc, comme le disait Chloé, la chose qui m'a amenée à faire cet instant de rupture absolue, c'est
que j'ai fait 5 ans de conseil en stratégie où j'ai fait, donc, comme tous les consultants, beaucoup de slides, beaucoup de gros modèles Excel. J'ai surtout appris comment fonctionnait un business et ça me sert tous les jours aujourd'hui. Euh, et ensuite, je suis passée donc, au Guardian où là, j'avais un rôle en stratégie au départ. Et en fait, quand on fait de la stratégie dans une entreprise comme le Guardian, donc une entreprise qui était, je vais en parler beaucoup après, qui est en pleine transformation, qui voit ses lignes de revenus classiques que sont le papier, la publicité complètement chamboulées, qui n'arrivent plus à s'en sortir comme ça. En fait, la problématique, ça devient très vite, mais qu'est-ce qu'on offre en fait à nos utilisateurs, à nos clients? C'est quoi notre produit au final? Et donc en fait, je me suis retrouvée assez vite, sans savoir que c'était ça, à faire du produit. Et j'ai évolué, je suis passée de la stratégie au business. Donc j'étais P&L owner et en tant que P&L owner, en fait, ce que je faisais, c'est que je coordonnais des équipes marketing et des équipes produits. Et j'ai commencé vraiment à mettre mon nez dans le produit et à me rendre compte d'un certain nombre de choses. À me rendre compte, que effectivement, c'était quand même assez merveilleux. Moi qui étais habituée à faire des slides qui après partaient dans la nature, de voir que quand on faisait du produit, on décidait de ce qu'on voulait faire, on essayait de le faire, on le montrait à des gens et on voyait si ça marchait ou pas, et après on recommençait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de gratification tout de suite, où je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de vivre dans ce monde-là, où quand je réfléchis, parce que j'ai appris que c'était à ça que j'étais plutôt forte dans ma carrière, en fait, là, je peux aussi avoir un impact concret sur la trajectoire du business dans lequel je suis. Première chose. Deuxième chose, en fait, vraiment le produit en tant que méthodologie, en tant qu'approche, en tant que façon de réfléchir, ça m'est apparu très rapidement comme la façon la plus sensée en fait de faire du business, d'avoir un impact aujourd'hui par rapport à toutes les autres façons de travailler que j'ai pu voir. C'est-à-dire que cette idée, et encore une fois, on ne se parle pas de choses qui sont terriblement complexes, mais c'est je prends un problème, j'essaye de réfléchir à comment je peux le résoudre, j'essaie d'écouter mes utilisateurs pour comprendre d'où vient ce problème et comment je peux le résoudre. J'expérimente, je regarde les résultats, je reviens, je recommence. Ça, je me suis dit, ok, je peux vivre et j'ai envie de vivre et j'ai envie de propager cette façon de faire parce que je la comprends, parce qu'elle me semble intelligente et parce qu'elle me semble porteuse de succès. Et donc, du coup, ça explique ce shift que j'ai fait. Et effectivement, voilà, je suis très heureuse de l'avoir fait et d'avoir l'occasion de le faire dans 3 environnements très différents, y compris chez JobTeaser aujourd'hui. Mais voilà, et c'est important, je pense qu'il y a quand même 3 choses, je pense, qui sont quand même assez importantes à avoir en tête quand on fait ce genre de move. La première, c'est, et ça paraît évident, mais déjà, il faut s'intéresser au move qu'on veut faire. C'est-à-dire que j'ai basculé vers le produit sans jamais avoir été PM, mais j'étais passionnée par qu'est-ce que ça veut dire faire du produit, qu'est-ce que ça veut dire bien faire du produit, ça veut dire parler énormément à des gens qui le font, ça veut dire regarder, observer, se renseigner. En gros, c'est pas quelque chose dans lequel on débarque en disant bon bah c'est bon les copains, j'ai jamais fait de produit mais je vais vous expliquer comment on va faire parce que j'ai tout compris. Donc première chose. Deuxième chose qui est liée à ça, il faut avoir un petit peu d'humilité. Mes premières, quand je me suis retrouvée avec ma casquette produit chez Frishti au début, j'ai pas commencé en allant dicter exactement à mes PM toute la méthode. L'idée c'est de se dire faut être un peu humble, se positionner plus en coach qui vient aider à résoudre les problèmes qu'en quelqu'un qui a, encore une fois, tout compris aux méthodologies. Donc, l'intérêt pour ce qu'on veut faire, l'humilité, et effectivement, se faire confiance au sens où il y a quand même une réalité, je pense, qui est que les compétences qui font un bon product manager sont des compétences qui sont en fait hautement transférables d'ailleurs et ailleurs ensuite. Enfin, si on pense au côté analytics, au côté storytelling, la capacité à gérer des gens, à les manager, à les faire avancer tous ensemble dans la même direction. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre quand on est product, mais aussi évidemment quand on fait d'autres choses. Donc il faut aussi savoir se faire un peu confiance. Donc voilà, ça c'était un peu l'intro sur moi et ce qui est sur ma trajectoire produit. Et si vous avez des questions après, ravi d'y répondre. Je voudrais maintenant passer au sujet dont j'ai choisi de parler ce soir. J'ai pas mal hésité quand on a discuté avec Chloé parce que on est parti dans des directions un peu différentes. J'aurais pu parler de stakeholder management, qui sont des choses que on fait beaucoup. Il y a plein de choses, mais je me suis dit en fait que j'avais envie, un peu en lien avec ma petite intro, de revenir un peu un truc qui est pour moi fondamental dans le produit, qui est cette idée, et ça va pas vous surprendre normalement, qui est que la valeur utilisateur, en fait, quand elle est vraiment mise en œuvre et vraiment créée, elle se transforme forcément en valeur business. Et pour illustrer ça, j'avais envie de parler d'un exemple un peu extrême, qui est l'exemple du Guardian.
Donc, je vais vous raconter l'histoire du Guardian, qui est donc l'endroit où j'ai passé 5 ans, 5 ans de ma vie avant de revenir à Paris. Et donc, le Guardian. Le Guardian, c'est, je pense que vous êtes à peu près familier, mais il faut savoir, pour vous donner juste quelques chiffres, pour poser les bases, c'est le 4e média anglophone le plus lu au monde. Donc c'est gros. On parle d'une plateforme qui fait 100 millions, qui faisait quand je suis partie, et je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Donc je suis partie en 2021. Quand je suis partie, ça faisait 100 millions de visiteurs uniques par mois, 1 milliard de page views à peu près. Donc on se parle d'une plateforme qui a comment dire, une emprise assez importante. Et en termes d'audience, on se parle de 30% au UK, 30% aux États-Unis, et le reste partagé entre l'Australie et l'Europe, grosso modo. Donc audience très internationale, audience énorme. Ce qui est intéressant avec le Guardian, c'est que c'est une plateforme qui a réussi, après 30, 40 ans de déboires financiers assez importants. On se parlait d'un moment où, en 2015, je crois qu'ils étaient on track pour perdre 80 millions de pounds dans l'année. Donc c'est pas rien comme perte. Donc après 20 ou 30 ans de déboires très importants parce que chamboulement complet du modèle financier des médias. Hein, plus personne n'achetait de journaux papier. La pub en ligne, ça a marché pendant une quinzaine d'années, mais en fait très vite ça a été capturé. La vraie valeur a été capturée par Google, par Facebook, par les GAFA. Ils ont réussi à se remettre de ça en construisant un modèle donc entièrement fondé sur les contributions directes des lecteurs, donc que ce soit via des abonnements ou via des donations. Sur donc un business dont on se parle en termes de taille, pareil, on se parle d'un truc qui fait 250 millions de pounds à peu près par an en termes de revenus. Et plus de la moitié de ça aujourd'hui provient des contributions / donations / abonnements directs des lecteurs. Et tout ça sans jamais bloquer l'accès au contenu. Donc contrairement au Monde, contrairement à la plupart des publications aujourd'hui, même des grandes publications, vous pouvez toujours lire absolument tous les articles que le Guardian publie. Non, je vais le faire. Je vais resserrer un peu. Et donc ça, quand on y pense, c'est quand même assez magique. Parce qu'en fait, vous vous dites, ok, si jamais je veux lire un article, etc., qu'il est accessible gratuitement en ligne, il n'y a pas de raison que j'aille payer en plus. Et en fait, pour moi, la cheville d'articulation qui fait que ce modèle est possible, que ce modèle peut exister, c'est justement l'extrême valeur utilisateur qui est créée par le Guardian. Donc on va rentrer un petit peu dans d'où elle vient cette valeur. C'est quoi cette valeur ? La première composante de cette valeur, c'est la mission. Ce monsieur, il s'appelle C.P. Scott. C'était un rédacteur en chef du Guardian au début du XXe siècle. Il était également extrêmement riche. Et à sa mort, il a légué toute sa fortune au Guardian, à une fondation qui s'appelle le Scott Trust, en donnant à cette fondation la mission de promouvoir et soutenir le journalisme libéral pour l'éternité. Donc le Guardian, c'est pas juste un business, c'est un business, mais c'est aussi une entité qui appartient à cette fondation et qui a une mission qui est extrêmement forte. Et donc ça drive toutes les décisions qui sont prises par le Guardian. Enfin, le Guardian n'appartient à personne. Les profits qu'on fait sont systématiquement réinvestis dans la continuité, la perpétuation du modèle. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur du succès de ce modèle de donation, contribution, de soutien. Et c'est quelque chose, ce qui est important, c'est le côté, c'est vraiment pas juste des mots. C'est-à-dire que c'est inscrit dans les structures de l'entreprise. On ne peut pas faire de profit avec le Guardian. Donc il y a quelque chose avec le fait d'avoir une mission extrêmement forte et extrêmement indéniable, d'une certaine manière. Deuxième axe de qu'est-ce qui fait que cette valeur utilisateur elle est aussi forte et elle arrive à générer un tel support, c'est la qualité du contenu qui est produit. Donc là, c'est simplement quelques titres je pense qu'il y a des choses qui vont résonner avec des choses que vous avez pu lire ou entendre parler. Le Guardian, c'est beaucoup de journalisme d'investigation. C'est une qualité de contenu qui est extrêmement forte. C'est une rédaction de 750 journalistes qui sont mobilisés. C'est vraiment quelque chose. Ça coûte très cher à faire d'ailleurs. Mais il y a une notion de qualité du contenu éditorial qui est. On est vraiment sur quelque chose de très 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 bonne qualité. C'est le deuxième aspect. Troisième aspect, parce que vous vous dites, bon, c'est sympa le journalisme, mais le produit, il n'est que
accessoire là-dedans. Mais en fait, non. Parce que déjà, le premier rôle du produit quand on est dans un journal comme le Guardian, c'est de s'assurer que le contenu il soit consommable de la façon la plus facile, la plus évidente possible par les utilisateurs. Premier point. Deuxième point, en fait, le produit, il vient ensuite rajouter une espèce de couche de valeur en plus pour les utilisateurs parce qu'il y a 1000 façons de consommer du contenu. On le sait tous. Il y a de la vidéo, des podcasts, etc. Le produit, il vient investir dans chacune de ces dimensions pour aller répondre à des besoins utilisateurs. Et d'une façon qui va répondre, encore une fois, on parle d'une audience qui est gigantesque, donc il y a plein de besoins différents. Donc vous avez les newsletters, les podcasts, les jeux. Alors là, j'ai mis en plus un jeu qu'ils ont sorti l'année dernière, mais j'aurais pu vous parler des mots croisés. Les mots croisés du Guardian, c'est une niche de fanatiques. C'est des gens qui sont, mais vraiment, c'est un truc, on ne peut pas toucher aux mots croisés au Guardian parce qu'on se fait incendier dans les commentaires d'une façon qui est complètement démesurée, mais parce que c'est des mots croisés qui sont de super bonne qualité. Le responsable de la section mots croisés, c'est quelqu'un qui bosse au Guardian depuis 40 ans, qui est indéboulonnable et qui est un expert probablement de niveau mondial en mots croisés. Mais tout ça, c'est une valeur énorme qu'on donne à une niche d'utilisateurs. Et pour ça, ils sont prêts à aller au bout du monde pour soutenir le Guardian. Donc il y a ces trois aspects-là. La mission, la qualité du contenu éditorial et sa manifestation ensuite dans des produits qui sont hyper utiles, qui remplissent un vrai besoin des utilisateurs et aussi, ça c'est important, qui leur créent des habitudes très très fortes. C'est-à-dire que cette audience dont on se parle au Guardian, c'est une audience qui est quotidienne. Le Guardian fait partie mais comme toutes les publications, comme Le Monde en France, comme d'autres, ça fait partie, je ne sais pas si vous avez ça, mais quand vous prenez votre téléphone à un moment où vous êtes dans le train ou je ne sais pas, il y a 5 sites que vous allez consulter, pour énormément de gens, le Guardian fait partie de ces sites-là. Donc c'est vraiment un compagnon quotidien pour une grosse partie de l'audience. Et pour ça, ça implique que le produit soit quand même de super qualité, sinon les gens s'en vont. Quand le produit est nul, les gens partent. Et tout ça, en fait, ça fait que les lecteurs du Guardian tolèrent ce type de choses, ce type de bannières complètement infâmes, qui sont en fait le canal d'acquisition de contributeurs, donateurs, abonnés le plus puissant que j'ai jamais vu. Et qui est un truc sur lequel on passe, les gens qui sont au Guardian maintenant, passent énormément de temps. C'est-à-dire que ces textes-là que vous voyez, c'est du texte qui change extrêmement souvent, qui est A/B testé, mais à fond, sur lequel j'ai passé des heures carrées en meeting à parler de un point ou une virgule dans ce type de texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous voyez sur votre première page view. Première page view. Donc, on parle d'un milliard d'impressions, concrètement. Et ça, c'est le moteur qui drive la stratégie commerciale du Guardian sur la partie lecteur. Et alors, c'est pas très joli, mais c'est visible. Et surtout, encore une fois, parce que ça vient parler et vendre un produit qui a ce niveau de qualité et ce niveau d'attachement chez ses utilisateurs, en fait, ça marche. Alors, je vais faire quelques caveats. Ça marche. C'est pas forcément une stratégie, par exemple, que je conseillerais à une toute petite publication locale qui fait je sais pas, qui a 5000 utilisateurs par mois. L'échelle dont on se parle aide aussi au succès. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai mis deux headlines qui sont... Quand le Guardian a commencé à se lancer dans ce chemin-là, d'ailleurs même moi, en fait, le jour où j'ai commencé au Guardian, donc j'étais dans l'équipe stratégie, mon boss de l'époque m'a dit « Il faut que tu travailles sur un projet, c'est un projet secret, dont on ne va pas trop parler, mais c'est le projet qui va finalement aboutir à ce qu'on mette un paywall au Guardian. Parce qu'on va être obligé de le faire. On ne va pas réussir à s'en sortir sans. » Donc mon boss lui-même n'était pas convaincu à l'époque. La presse se moquait du Guardian. Pensait que c'était ridicule de faire, que c'était quasiment quémandé parce qu'en fait on demandait de l'argent pour quelque chose qui était gratuit, c'était ridicule, ça ne marcherait jamais et c'était quand même un peu... Et sauf qu'en fait ça a marché. Et en fait ça a marché, personne n'y croyait, ça a marché ça marchait en 2018, ça date de la semaine dernière, ça continue à fonctionner. Donc il y a quelque chose d'extrêmement osé dans le fait d'aller chercher cette poche de valeur. Au début personne n'y croyait, c'est une petite équipe. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au début, moi, j'en faisais pas du tout partie. J'étais pas là. C'est une petite équipe dont des gens qui maintenant sont chez Back Market.
qui s'est lancé là-dedans, qui a lancé ses expérimentations, et ça a fonctionné. Et ils ont fait ça par ailleurs d'une façon qui est hyper, très produit. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils ont mis une petite bannière dans un coin, puis ça a marché, on a vu que ça commençait à prendre. Là, tout le monde a commencé à paniquer, à se dire mais attends, on peut pas faire ça, c'est trop, quels les risques qu'on prend, et est-ce qu'on s'empêche de faire X, Y et Z, et plein de trucs ont commencé à se passer, mais en fait, on a poussé petit à petit, et c'est devenu maintenant une grosse machine et qui fonctionne extrêmement bien. Et on peut se dire, effectivement, cet exemple-là, il est parfait. C'est l'exemple extrême. C'est l'exemple extrême de j'arrive à générer de la valeur et de la valeur business à partir d'un engagement utilisateur au point qu'à aucun moment je n'ai besoin de forcer le truc. Et on se dit, ok, ça marche pour le Guardian parce qu'ils sont super gros, parce que la mission est tellement évidente et tellement, on ne peut pas nier qu'elle existe, etc. Moi, je sais pas, je vends du SaaS, ça s'applique pas forcément à mon produit. Je pense que c'est pas forcément vrai. Ça s'applique pas complètement, mais il y a des choses là-dedans à retenir qui sont hyper importantes. La première, et j'en ai sorti 3, il y en a sûrement plus, mais il y en avait 3 dont je voulais parler. La première, c'est le truc qui a fait que ça a commencé à prendre, ça a été d'aller chercher vraiment une compréhension fine de qu'est-ce qui faisait que les gens étaient attachés au Guardian. Pourquoi ils lisaient, qu'est-ce qu'ils lisaient, et c'était quoi la nature de leur attachement au produit. Et en fait, ça, du coup, ce qui en ressort, et c'est un poncif du produit, mais c'est vrai, et vraiment, c'est cette obsession avec l'utilisateur, cette obsession du pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Et c'est d'aller... Donc évidemment, on dit toujours, il faut parler aux utilisateurs. Il faut tout le temps parler aux utilisateurs, c'est vrai. Mais il faut surtout les écouter, en fait. Il faut surtout vraiment prendre le temps de se demander, au-delà de ce que la personne est en train de me dire, genre des trucs qui peuvent sembler un peu évidents. Oui, j'aime bien regarder le Guardian le matin parce que ça me permet de savoir ce qui s'est passé la veille, etc. C'est d'écouter vraiment même dans les mots qu'ils emploient, dans leur façon de bien observer leur façon de naviguer sur la plateforme, sur quoi ils cliquent pas, etc. C'est vraiment être obsédé d'un point de vue qualitatif, quantitatif, par la nature de l'utilisation qui est faite de notre produit. Parce que c'est comme ça qu'on va créer de la valeur. Et je voulais juste donner cet exemple-là, qui est quelque chose qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, et c'est très chouette de le voir 5 ans après. Donc comme en bas de la homepage du Guardian, comme sur tous les journaux, vous avez les most viewed, qui sont une bonne façon de faire du repeat click pour pousser les gens à consommer plus d'articles. Et là, ils ont rajouté une deuxième colonne, qui est donc la colonne deeply read. Et ça, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup en interne à l'époque, qui en fait, de temps en temps, il y a des articles auxquels on ne s'attendrait pas. Souvent, ils sont beaucoup plus longs, sur des sujets un peu random, mais qui en fait, on voit dans la data que les gens qui les commencent, il y a moins de gens qui cliquent dessus, il y a moins de gens qui les lisent, mais en revanche, les gens qui les commencent les finissent systématiquement. Et ça, on s'est toujours dit, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et effectivement, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un signe de ce contenu-là, il marche très bien pour une partie des utilisateurs. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette valeur-là et du coup le proposer au plus de gens possible pour que le plus de gens possible puissent y trouver la valeur. Ça, c'est rentrer dans le détail de ce qui fait que les gens vont aimer notre produit et vont vouloir le lire. Donc, première chose, donc être vraiment obsédé par l'utilité, le service et potentiellement la gratification qu'on apporte à l'utilisateur. Deuxième chose, c'est trouver le bon équilibre entre savoir faire le basique. Je vais sur un journal, j'ai une headline, la météo, c'est basique, ça marche, la navigation, elle est compréhensible, elle est facile, il n'y a pas de friction. Donc vraiment, il y a un moment, il faut que ça marche, il faut que ce soit facile de trouver ce que je cherche. Donc ça, c'est vraiment les basiques du produit. Mais il faut aussi savoir de temps en temps, et les gens qui bossent avec moi chez Job Teaser reconnaîtront l'allusion, il faut aussi savoir mettre un peu de paillettes. Parce qu'en fait, on parle à des humains. On parle à des humains qui ont à la fois envie que le truc il marche, que ce soit facile, que ce soit pas compliqué. Ils ont suffisamment de trucs à gérer pour que leur journal soit pas difficile Mais ils aiment bien aussi, parce qu'on est des humains, encore une fois, le côté waouh. Le côté, ça peut être le petit emoji, la petite animation qui d'un coup fait « Ah, c'est sympa ça ». Ça peut être, donc au Guardian, comment ça se manifestait ? C'était quand on faisait des séries spéciales sur un truc. Donc on a des journalistes qui ont bossé pendant des mois et des mois sur un sujet. On a un embargo, le truc est minuté, timé, on sait qu'il faut que ça sorte, mais on va quand même mettre 2 ou 3 designers qui vont bosser sur
comment le truc va être présenté au public. Et donc on faisait très souvent, quand on faisait des séries spéciales ou des investigations, on allait créer un layout différent pour distinguer une espèce de petit branding qui faisait qu'on se disait ah ok, je suis dans un endroit différent, il se passe un truc, on crée un sens d'événement. Ça, on peut se dire c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le contenu. Sauf que si. Parce que en fait, ça participe du sens de l'événement, ça crée de la valeur utilisateur. Il faut les deux. Il faut que la base fonctionne et il faut quand même que de temps en temps, on aille faire un peu rêver. Et le troisième point, j'avais plus d'inspiration pour les slides, c'est vraiment insister sur ce point qui est la valeur utilisateur, ça fait de la valeur business, systématiquement. En revanche, ce n'est pas forcément automatique. Et pour moi, le rôle du produit, c'est un product manager, le rôle du produit, c'est de penser à ça aussi. Et c'est très important. C'est-à-dire que pour moi, un product manager, et la valeur du produit, c'est de savoir penser à ces deux aspects-là. Et trop souvent, on peut entendre des PM qui disent voilà, moi j'ai fait mon taf, j'ai pensé à l'utilisateur, maintenant c'est au business de créer la valeur, etc. Non, si on fait ça, parce que les contraintes business, parce que les gens qui sont responsables du business ont un angle ou un prisme qui est différent, en fait, on ne va pas réussir à être créatif dans la façon d'extraire la valeur. Le truc du Guardian, ce système de contribution et de donation, il n'aurait jamais été inventé par quelqu'un qui aurait pris un angle business exclusivement. C'est uniquement parce que des gens ont été capables de se dire « je vois cette valeur utilisateur qui est extrêmement forte et je sais la cultiver », qu'on a pu la transformer petit à petit et de façon de plus en plus sophistiquée en vraie valeur business. Et donc voilà, c'est important de penser avec les deux et c'est avec ça que je voulais... voilà, c'est mon dernier point et le dernier mot que je voulais dire, c'est que cet exemple extrême du Guardian, en fait, donc on se dit ok, c'est une jolie histoire, mais la réalité c'est que ce soit chez Frishti ensuite ou chez Job Teaser aujourd'hui, moi je vois les mêmes mécanismes à l'œuvre. C'est peut-être moins extrême, moins fort, mais en fait, je me rends compte, je le vois tous les jours, que quand on crée de la valeur pour les utilisateurs, alors ça peut être effectivement qu'on résout un problème, qu'on leur apporte un truc qu'ils n'avaient pas avant, en fait, on trouve cette valeur business et surtout, c'est pour moi la seule valeur business qui vaille, parce que c'est la seule qui est durable, c'est la seule qui est pérenne et c'est la seule qui nous permet de faire de la croissance qui soit rentable et ouais, durable, vraiment. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler ce soir. Et maintenant, je pense que je vais prendre des questions. Ouais, merci beaucoup, Juliette. Pour la deuxième partie du talk ce soir, donc, c'est Christopher qui va nous parler de la culture produit autour de trois grandes thématiques. Bâtir une organisation adaptée à ses besoins, donc aux besoins de l'organisation, comment on l'adapte et comment on fait quelque chose d'unique finalement. De permettre aussi au sein de cette organisation différentes trajectoires de carrière pour les products qui grandissent avec l'entreprise, et puis diffuser et étendre ce travail fait en interne pour recruter les meilleurs products. Et Christopher, moi j'ai un souvenir particulier avec toi parce que je t'avais vu au tout premier talk, la Product Conf, qui parlait de meilleurs agents et des Impact Teams. Alors, rappelle-moi, parce que je pense que je vais prendre un coup de vieux, c'était il y a combien de temps ? Ça devait être 2018. Voilà, donc ça s'est dit, ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Et depuis le temps, on a changé les organisations produits de plein de façons. On les a customisées, on les a rendues plus adaptées aux besoins des différentes structures. C'est un plaisir de t'avoir ce soir et j'ai hâte de découvrir tout ce que tu nous as préparé. À toi l'honneur. Eh ben, merci beaucoup. Le programme vous va ? C'est bon, parce qu'on peut changer, hein, sinon on a plein de slides masqués. Non, mais je suis hyper content d'être là déjà, merci. Vous m'entendez bien, c'est bon ouais, pour tout le monde ? Super. Merci Chloé pour l'invitation, merci pour l'organisation, je suis vraiment super content d'être là. C'est la première fois que je prends la parole depuis que j'ai emménagé à Bordeaux aussi, donc c'est assez chouette de représenter et d'être avec vous. Pour me présenter rapidement, donc moi Christopher, je suis Chief Product Officer chez YouSign. YouSign, c'est la société française de signature électronique. Avant ça, j'ai fait quelques années dans une société qui s'appelle Meilleurs Agents, que vous connaissez peut-être ? Vous connaissez, ouais. Qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de mise en relation de particuliers qui ont un projet de vente avec des agences immobilières. Et un peu le point commun des deux expériences, c'est qu'en fait, dans les deux cas, c'est des sociétés qui sont arrivées un peu à un plafond. Elles ont 10 ans. Elles ont un peu du mal à scaler et à passer à l'étape d'après. Donc moi, j'arrive sur des momentum où en fait, on cherche à vraiment faire grossir
évidemment le revenu, le business, mais du coup l'offre produit, les business models, etc. Et donc ça c'est intéressant parce que ça nécessite toujours des adaptations assez fortes entre une culture produit existante et une équipe produit existante qui faisait des choses, qui les faisait bien, et un peu le nouveau monde où ça va beaucoup grossir. Donc par exemple chez Meilleurs Agents, on est passé de 2 personnes au produit à 90 dans 5 pays. Donc ça c'était en 4 ans. On s'est fait racheter par un groupe qui s'appelle Axel Springer, donc on était 600 chez Meilleurs Agents, on s'est retrouvé dans un groupe de 16 000 personnes. Les petits changements d'échelle, les petits changements de culture, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est des points communs entre les expériences. Donc moi, les 3 axes que je voulais vous partager, c'était vraiment un peu se mettre dans la peau avec moi de, si on devait construire une équipe produit qui scale, en gros, et qui arrive à vivre ces phases de changement et qui s'adapte à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est ça les 3 angles qu'on va voir. Toujours bon? Top. Si ça va pas, tu me dis. J'en ai pas mal. Non, ça allait. Je me rééquipe et j'arrive. Sinon on fait micro-main. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux pour tout le monde. Vous m'avez dit que ça allait. Hein. Bon, on attaque du coup, bâtir une organisation adaptée à ses besoins. La première chose, je ne vous fais pas du tout de la pub pour Usign, c'est pas ça, mais c'est pour vous raconter un peu ce qu'on fait et vous expliquer du coup comment on construit l'organisation. Donc pour commencer, on essaie de se poser une mission. Donc chez Usign, notre mission, c'est aider, alors je vais essayer de le faire en français, c'est moins joli, mais c'est aider les sociétés TPE-PME européennes à contractualiser de manière simple et sécurisée. Ça, c'est des points qui sont importants parce que derrière ces petites phrases, vous avez peut-être déjà travaillé des missions, mission statement, des visions, etc. Bon, déjà, ça, c'est 6 mois de travail. Hein, c'est pas, ça paraît facile, mais c'est du taf. Et chaque mot est important. On dit TPE, PME, ça veut dire on ne fait pas les grosses entreprises. On dit européen, ça veut dire qu'on a des normes à respecter. On ne va pas aller faire les États-Unis ou l'Afrique. Donc, il y a déjà des choses qui sont à l'intérieur qui permettent de commencer à couper. Quand on a cette mission chez Usign, ensuite, on regarde un peu qui y a autour de nous et on est sur un marché qui a clairement pas convergé. Donc ça, c'est les concurrents. Que quand je présente ce slide de onboarding, les gens partent en général. Ils disent, j'ai peut-être pas choisi le bon cheval, mais en gros, il y a vraiment un marché qui est ultra fragmenté. Il y a plus d'une centaine d'acteurs sur la signature électronique. Tout le monde connaît DocuSign, normalement le gros acteur américain. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on est sur un marché qui est complètement en divergence. Et donc on se dit, comment est-ce qu'on fait nous pour tirer notre épingle du jeu parmi une centaine d'acteurs dans un marché réglementé? Donc en gros, je ne vous fais pas la leçon sur la signature électronique, c'est terrible, je ne vous fais pas ça. Mais en gros, il y a des niveaux de signature, c'est régi par une norme européenne, vous êtes compliante avec la norme, vous faites le même produit que tout le monde, globalement. Bon, je vous résume un peu l'écosystème. Du coup, pour réussir ça, on construit une vision. Donc nous, notre vision, on va essayer de se segmenter sur une chose qui est ce qu'on appelle la simplicité. Alors ça ne se décrète pas, hein. Derrière, il y a plein de détails, etc. On a des scores de simplicité pour savoir si ce qu'on fait est simple ou pas. Bon, on va assez loin là-dedans, mais on se dit donc on va faire la plateforme la plus simple possible. C'est des plateformes qui viennent souvent de la compliance. C'est pas les univers les plus UX friendly, on va dire. Et donc du coup, c'est assez compliqué sur certaines plateformes. Donc on va essayer de spécifier ça. Ça, c'est un peu les bases, c'est plusieurs mois de travail et c'est pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce marché? Une fois qu'on a fait ça, maintenant on se dit, OK, maintenant moi je m'occupe du produit, donc ça c'était à l'échelle de la boîte, comment est-ce qu'on va s'organiser? La première chose, bon, quand on en parle maintenant, c'est basique, on parle de squad. Et les équipages, on n'a rien inventé, on a tout pris chez Star Trek, mais c'est les équipages, les équipes pluridisciplinaires, auto-organisées, donc il y a toutes les compétences pour livrer des morceaux de quelque chose, on va dire morceaux de quelque chose à ce stade. Classique, là-dessus, je pense que je choque personne en disant qu'on fait des squads. Dans une squad, on met quoi? On met plein de compétences. Je vous ai mis un exemple. Des fois, on a de la QA, des fois, on n'en a pas. Des fois, on a du product marketing, des fois, on n'en a pas, etc. En général, on a le noyau dur, product management, engineering management, développeur. OK, donc on a des squads. On commence, on en a une, puis peut-être 2, puis peut-être 3, puis 8. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est la question de l'organisation de l'équipe. Une fois qu'on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on a essayé de se projeter et on s'est dit déjà, toutes les squads, ce n'est pas les mêmes. Donc on a 3 typologies de squads qu'on va appeler Impact Team, Feature Team ou Platform Team. Ça vous parle ces terminologies? Donc 2018, on inventait les Impact Teams à la LPC, c'était le moment de création où on s'est rencontrés. Les Impact Teams, l'idée c'est de dire au squad, en fait, vous avez un objectif chiffré, débrouillez-vous, racontez-nous comment l'atteindre. Ça peut être assez compliqué. Pour raconter une histoire, nous on a une équipe. Donc Usign, c'est une société qui avait 10 ans. On vendait tout par des sales. Même notre super plan à 9 € par mois, donc il fallait appeler un sales, il vous envoyait un devis, il fallait le signer, le contre-signer, c'était vraiment chouette. Ça prenait beaucoup de temps. Personne n'avait envie de faire ça et on s'est dit, super, on va faire du self-serve. Là, vous êtes dans une boîte qui a 10 ans, dites-vous qu'à chaque fois qu'on lance un produit et qu'il est un peu moyen, on se dit, c'est pas grave, les sales feront la démo.
C'est ça le contexte. Et donc on prend une squad et on lui dit, bah écoute, dans un an, on veut être 100% self-serve sur nos plans les moins chers. Raconte-nous comment on fait. Ça, c'est ce qu'on appelle pour nous une impact team. Après, elle va s'organiser, elle va faire du discovery, elle va aller rechercher, elle va aller sur le terrain, etc. Elle va proposer une roadmap pour le faire. On a d'autres types d'équipes. Donc, dans ces équipes, il y a des compétences assez poussées. C'est mon point 2 sur les compétences. C'est pas les mêmes en fait entre les équipes. C'est pas le même PM que vous avez dans l'équipe. Feature team, c'est des équipes où on va plutôt être sur une fonctionnalité. On a identifié, par exemple, qu'il nous manque une brique de paiement par carte bleue. Faites-nous la brique de paiement par carte bleue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la meilleure brique, la plus simple, la tester, qu'il n'y ait pas du design. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ça, mais c'est un peu différent. Donc ce n'est pas un objectif chiffré, c'est vraiment une fonctionnalité. On a déjà décidé de ce qu'on voulait faire et on veut la livrer. Et donc le niveau de discovery n'est pas le même, le niveau de recherche n'est pas le même. Et on a un troisième type d'équipe qui est un type d'équipe qui est vraiment les équipes qui travaillent sur de la pure tech. Donc dans ces équipes, parfois on n'appelle même pas ça un product manager, on appelle parfois ça un project manager, et c'est très bien aussi, c'est un job qui existe. Il n'y a pas une équipe qui est mieux que les autres, hein, je précise ça de suite, c'est juste des gammes de compétences différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, de vous dire dans votre contexte, avec ce que vous voulez faire, il vous faut quoi comme équipe, vu que vos forces en présence, et comment vous les découpez. Donc déjà, nous, on a cette première réflexion de se dire, est-ce qu'il nous faut que des impact teams dans un domaine très incertain, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on lance plein d'objectifs et ils se débrouillent pour le faire, ou est-ce qu'en fait, on a des zones où on sait exactement ce qu'il faut faire, marché super réglementé par exemple, et donc du coup, on a plutôt besoin d'équipes qui vont être capables de répondre à la réglementation. Donc c'est pas les mêmes. Une fois qu'on a fait ça, on se dit on a nos squads, ensuite comment est-ce qu'on les répartit? Donc là, on va essayer d'identifier ce que nous on appelle des domaines. Des domaines, c'est des zones un peu cohérentes dans lesquelles on peut par exemple avoir un responsable produit, un leader produit, qui va décider d'une roadmap à l'échelle de ce domaine. Je vais vous donner des exemples, ça sera beaucoup plus clair juste après. Et ça, c'était un set que je faisais aux gens parce que tout le monde disait, ah, bah, vu que tu as inventé les impact teams avec ton CTO, tu vas vouloir en mettre partout. Pas du tout. Chez YouSign, ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Ça fait 6 mois qu'on a une première impact team. Donc le modèle qu'on avait d'organisation ne nécessitait pas du tout ce modèle de squad pendant une certaine époque. Maintenant, on change les choses. Et du coup, je voulais vous montrer 2 exemples. Ça, c'est notre schéma d'organisation chez YouSign. Après, je vous mettrai celui de meilleurs agents. Vous verrez, il y a des similitudes. En gros, ce qu'on essaie de faire quand on découpe notre orga, je le regarde en même temps que vous pour voir si c'est clair, mais du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est se dire, on a déjà des zones où en fait c'est un peu ce qu'on appelait le cœur de la machine. Il y a plein de boîtes, par exemple chez Meilleurs Agents, on avait ça, on avait des algorithmes pour faire des estimations de prix immobilier. Si ça marchait pas ou c'était faux, il n'y avait plus de boîte. Parce qu'en gros, les gens, ce qui venaient, c'était chercher un prix immobilier. Donc c'est ce qu'on avait mis dans des plateformes team, c'était très technique, c'était des gens qui faisaient de la recherche, c'était des économistes là-dedans, et en fait ils faisaient de la recherche pendant des années, et à la fin on implémentait un modèle et ça te créait des nouveaux modèles de prix immobilier. Ça c'est des équipes dans lesquelles elles étaient très autonomes, c'est des temps qui sont très longs, parfois ça ressemble à du cycle en V, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ok que les projets soient comme ça ici. Ce qu'on essaye de faire nous à chaque fois, c'est de le décorréler des autres équipes en se disant eux, ils travaillent, et quand ils livrent quelque chose, les autres équipes vont se pluguer toutes dessus, pour livrer de la valeur, pour pas ralentir l'ensemble de la boîte en se mettant sur le même temps de cycle que cette équipe. Et ensuite, on a différents types d'équipes. Donc là, chez YouSign, on avait coupé ça comme ça. On s'était dit, on va avoir des équipes qui sont autour des intégrations, les connecteurs, une API, c'est un produit qu'on vend, c'est assez logique de les mettre ensemble. Une équipe qu'on avait appelée Core, parce qu'en fait, il nous manquait beaucoup de ce qu'on appelle, c'est de l'anglicisme, pardon, c'est Basic Expectations, les besoins de base. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous faites du software as a service, donc vous vendez un produit en ligne en 2024 et les clients ne peuvent pas mettre leur carte bleue en ligne en 2024. Voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment les basiques, on en avait beaucoup. Donc on a mis plein d'équipes ici en se disant on va devoir vraiment travailler sur beaucoup de choses à cet endroit-là. Ensuite, on a mis des équipes sur ce qu'on appelle la diversification produit. On veut lancer des nouvelles lignes de produits. Donc on a besoin ici de beaucoup de recherche, beaucoup de compréhension des besoins et ensuite de développer beaucoup de proof of concept avant de trouver le bon et le mettre sur le marché. Et enfin, on a des typologies d'équipes qu'on avait appelées scale, c'était comment passer à l'échelle. C'est là que vous retrouvez mon équipe qui s'appelle self-serve, comment on fait pour acheter tout seul en ligne, et ce qui permet ensuite de faire vachement grossir les équipes. Et vous voyez, ça c'est des schémas qu'on avait fait. Vous avez des quarters, c'est des équipes qu'on crée par quarter. On peut les changer de squad, on peut décider qu'une équipe qui était une feature team doit devenir une impact team à un moment donné. Par contre, il faut l'accompagner parce que ce n'est pas les mêmes skills. C'est ce qu'on verra juste après. Je vous mets le schéma, alors vous allez vous dire je suis monomaniaque, j'ai toujours les mêmes. Ça c'était chez Meilleurs Agents, ça ressemble beaucoup. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que ça c'était chez Meilleurs Agents, et ça a scalé, ils étaient 300 à la tech et on était 90 au produit. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce format aussi, avec des domaines qui sont clairs, des typologies d'équipes qui sont claires, ça scale hyper bien dans le temps. Donc c'est des choses que vous pouvez faire avec 2 squads, c'est une vingtaine de personnes, et qui marchent aussi quand vous êtes 400, quand vous faites produit et engineering. Donc ça c'est intéressant, il faut les changer régulièrement, vous allez changer de structure d'équipe, etc. Mais ces questions-là fonctionnent. Clair pour tout le monde sur les orgas? Ouais? Top.
Puis si vous avez des questions, il y a les questions à la fin, mais c'est un truc qui est vraiment pas clair, vous me demandez en cours de route, hein, vous n'hésitez surtout pas. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'était mon intro pour vous dire, il y a plein de product managers, et du coup, comment est-ce qu'on gère avec tous ces product managers? Et je pense que, alors je sais pas s'il y a des gens qui managent des équipes produits ou qui sont des leaders produits dans la salle, vous pouvez lever la main. Il y en a quelques-uns et quelques-unes. Bon, après les autres, vous êtes dans les équipes produits, c'est très bien aussi. Il y a des développeurs? Non, je sais pas qui... Peut-être des sondages sur les gens dans les équipes, bon, peu importe. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est je pense que un des actes les plus importants quand vous managez une équipe, c'est de répondre aux questions auxquelles on va répondre juste après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous faut comme compétences et comme typologie de personnes dans vos équipes. Je pense que c'est vraiment important parce que ça change tout. Ça change votre recrutement, vos parcours carrière, le fait que les gens restent ou restent pas, ce que vous pouvez faire comme équipe derrière. Donc vraiment, je pense que c'est hyper important. La première question que moi j'aime bien me poser, et on voit tout dans la nature, c'est est-ce qu'il vous faut des PM généralistes ou des PM spécialistes. Donc à gauche vous avez l'homme orchestre, à droite vous avez Glenn Gould qui est un virtuose du piano qui ne faisait que du bac. Il fait que ça. Voilà, il joue du piano mais c'est bac, sinon il fait pas autre chose. Donc vraiment l'ultra spécialiste. En fait quand vous regardez un peu notre marché, dans les product managers, il y a peut-être des job titles dans la salle qui sont comme ça. Il y a des product managers des fois qui s'appellent product manager API, product manager Growth, product manager Salesforce. Ça c'est ce que j'appelle les spécialistes. En fait c'est des product managers qui ont une composante de spécialisation sur un métier particulier. Donc, ils sont très forts en API, ils sont très forts en scale, ils sont très forts en growth. C'est beaucoup la mode en ce moment, on parle beaucoup de product-led growth. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. L'avantage des spécialistes, ils arrivent, ils ont vu ça plein de fois, donc ils ont des compétences hyper poussées dans ce domaine-là. L'inconvénient des spécialistes, d'expérience, quand vous les recrutez, que vous leur dites tu vas faire de l'API et qu'en fait vous changez votre structure d'orga et qu'il n'y a plus d'API que vous vendez et que vous leur dites bah maintenant tu fais plus de l'API, tu vas aller faire du growth. La plupart, ils s'en vont. Ils ne restent pas avec vous. Et ce qui est bien légitime, c'est pas ce qu'on leur avait vendu, etc. Donc cette question du moment de spécialiser, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Ça dépend vraiment du moment d'orga dans lequel vous êtes. Et ça revient aussi sur l'organisation. En fait, vous avez des organisations, par exemple, Meilleurs Agents, c'était une plateforme. J'ai parlé à DPM, non pas de souci. Vous avez des plateformes, par exemple, vous savez ce qu'on appelle des marketplaces, où vous allez avoir des gens qui vont dire bah, j'ai une vue B2C, j'ai une vue B2B, par exemple je suis Blablacar, j'ai une vue driver et j'ai une vue personne qui rentre, donc qui va faire le covoiturage, et je spécialise mes équipes, je mets 10 équipes sur le driver, 10 équipes sur la personne qui rentre dans la voiture. C'est une façon de voir les choses, mais déjà quand vous faites ça, vous êtes très très gros. Moi cette question, je l'ai toujours eue dans mes boîtes, parce que quand vous avez 3 squads, vous êtes chez Meilleurs Agents, vous faites une plateforme, est-ce qu'il faut en 2019 mettre 2 squads à temps plein sur les agents immobiliers et une squad sur les particuliers pour toujours? Peut-être pas. Et d'ailleurs, l'expérience nous a montré qu'on a souvent dû changer. Et se dire, ben là, vous allez travailler un peu sur l'agence immobilière, là, un peu sur le particulier, etc. Et donc, si on avait spécialisé trop tôt nos product managers, on aurait eu beaucoup de mal à les changer, en fait, de domaine. Donc du coup, ça c'était un peu un des apprentissages pour nous, qui était de se dire quand c'est plutôt des structures petites, c'est bien de garder des généralistes. Et après, vous n'êtes toujours pas obligé de spécialiser. Donc nous, on est monté à 90 avec des généralistes. Il y avait des valences, il y avait des gens qui avaient plus d'appétence pour aller faire de l'API, pour aller faire du B2B ou du B2C. Mais en fait, ils avaient des compétences communes, c'est ce qu'on va voir juste après, qui leur ont permis quand même d'aller intervenir partout. Donc en gros, moi j'aime bien qualifier ça comme ça en se disant, est-ce que vous voulez des gens qui sont spécialistes du métier, qui vont traiter, ou est-ce que vous voulez des gens qui sont spécialistes du product management, donc ils savent très bien faire du discovery sur peu importe le domaine, ils savent très bien faire du delivery sur peu importe le domaine sur lequel ils vont bosser. Pareil, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais quand vous construisez une équipe, je pense que c'est la question fondamentale, parce que si vous foirez ça au début, c'est hyper dur à rattraper. Ceux que vous avez recrutés, ils ne voudront pas faire l'autre chose, donc du coup ça va être très dur de réutiliser les personnes qui sont là. Ensuite, une autre question à se poser, c'est ce que vous voulez faire des managers. Donc ça c'est notre parcours carrière chez YouSign, c'est 5 étapes, c'était pareil chez Meilleurs Agents. Est-ce que le Graal, c'est de devenir des managers? Alors, spoiler alert, je vous réponds vite, je pense que non. Donc, nous, on a 2 voies. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises dans lesquelles, finalement, quand vous devenez le meilleur product manager du monde, l'étape d'après pour gagner plus d'argent, on va parler vraiment des choses qui sont importantes, c'est de devenir manager. Parce que le salaire, il est quand même meilleur là-bas. Ça, c'est une vue qui existe encore dans certaines boîtes, qui change dans d'autres entreprises. C'est hyper important parce qu'il y a toute une mouvance qui se crée autour de jobs d'expertise dans le product management, qu'on appelle les principal product managers par exemple, et qui sont des jobs qui sont aussi bien payés que les managers. Et donc c'est vraiment une question aussi d'entreprise de se dire est-ce qu'on veut que les meilleurs éléments ils aillent faire du management toujours, sans forcément peut-être aimer ça, sans forcément finir par être bon dedans, ou est-ce qu'on veut avoir les 2 voies? Donc ça c'est une autre chose aussi à se poser comme question. Donc généraliste, spécialiste, qu'est-ce qu'on fait des managers dans le temps? Donc nous on a 5 niveaux. Ce système de niveaux il fonctionne en fait avec des sous-niveaux. Donc
Si vous regardez, vous pouvez chercher sur Internet, on a nos parcours carrière qui sont publics, que ce soit chez Meilleurs Agents ou chez YouSign. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les structurer en disant les compétences clés d'un product manager, nous utilisons un truc qui s'appelle le Core Framework, pour communication, organisation, recherche, exécution. Et tous les skills d'un PM devraient rentrer dedans. Bon, c'est ce qu'on s'est dit. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien sur beaucoup de types de jobs. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est ensuite de se dire, ces jobs, quand vous maîtrisez 50% des compétences attendues pour le niveau 3, vous êtes sur un niveau qu'on appelle 3.1, puis 3.2, puis 3.3, et donc il y a une évolution qui est claire. J'ouvre une parenthèse, c'est hyper bien d'avoir système de parcours carrière. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos entreprises, des carrières passent comme ça. Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que les discussions d'augmentation sont liées à des discussions de compétences. Tu deviens plus compétent, tu es augmenté, c'est quasiment mécanique. Et c'est pas juste, ça fait 2 ans que je suis là et je souhaite être augmenté. Donc ça change un peu la discussion. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est pas les profils qui crient le plus, qu'on entend le plus, qui sont plus augmentés. Donc ça crée aussi une certaine harmonisation entre les profils, entre les genres, etc., entre les origines, sur les rémunérations. Ça, c'est un point aussi qui peut être intéressant. C'est aussi un acte fondateur, parce que quand vous choisissez les compétences à écrire dedans en tant que manager, vous choisissez aussi les compétences à ne pas écrire dedans. Donc les gens qui vont venir chez vous, quand ils lisent vos parcours carrière avant, ils vont savoir de suite si vous vous attendez les compétences qu'ils ont envie de développer ou pas, et du coup s'il y a un match entre vous et eux ou pas. Voilà pour ça. Et le dernier élément qu'on utilise sur les compétences, je parle ni chinois, ni japonais, ni rien du tout, mais Shuari, je te remercie pour avoir reconnu ça, c'est très sympa. Tu sais l'écrire? Non, moi non plus. Mais donc, ça, c'est un sigle qui dit Shuari. Alors, Shuari, c'est quoi? Je ne sais plus si non, je l'ai pas juste après. Shuari, en fait, c'est pour vous dire, il y a une pensée, on va dire, asiatique, qui est un peu différente de la nôtre, où chez nous, vous maîtrisez pas. Je sais faire des interviews utilisateurs, je ne sais pas en faire. C'est très on-off. Chez eux, c'est intéressant, il y a un système de gradation qui vous dit, en fait, au début, vous êtes apprenti, donc vous ne savez pas en faire, et du coup, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour en faire. Ensuite, vous êtes ce qu'on appelle maître. Donc en fait, vous avez la compétence et vous savez la faire. Et après, vous transcendez la compétence. Et donc là, en fait, quelque part, c'est vous savez tellement bien le faire que vous pouvez l'apprendre à d'autres personnes et même la repenser différemment dans votre organisation. Ça, c'est un angle aussi qui est intéressant parce que c'est moins on-off. Il y a moins le côté tu as fait 10 interviews utilisateurs ce mois-ci, c'est bon, tu sais vraiment faire des interviews utilisateurs, et beaucoup plus le côté, attends, t'en as tellement fait que tu es adapté à tous les contextes, tu es adapté à l'utilisateur qui ne te parle pas, qui n'a pas le micro, qui n'a pas la caméra, qui n'a pas compris, qui a compris. Tous les cas sont dans la nature, et du coup, tu sais faire ça très bien, et donc du coup, tu as de la compétence qui est maîtrisée. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes quand vous construisez ça. Et donc après, quand vous avez un parcours carrière, ce qui est important, c'est de l'utiliser régulièrement. Donc nous, on l'utilise, vous avez reconnu Dwight Schrute pour les fans de The Office comme moi, vous les utilisez, ces parcours carrière, régulièrement. Pour nous, on a des entretiens semestriels, donc tous les 6 mois, on l'utilise, avec une auto-évaluation des personnes, une évaluation du manager, et en fait, on passe notre temps dans l'entretien sur les endroits où on n'est pas d'accord. Donc voilà, là, tu penses que toi, tu es là, tu es maître ou tu es transcendant sur cette compétence-là. Nous, on ne pense pas. Ou alors, oui, tu as raison, tu l'es, et du coup, on avance comme ça. Donc voilà, je ne vous fais pas un cours sur les parcours carrière, mais je trouvais ça intéressant. Et le dernier élément sur les parcours carrière, c'est que c'est ni un chef-d'œuvre ni éphémère. Si vous le changez toutes les semaines, il y a un problème. Parce que déjà, les gens vont être perdus. Parce qu'ils ont quand même leur carrière qui s'organise dessus. C'est censé les projeter sur 5-6 ans pour faire tout le parcours carrière, même plus. Et donc du coup, si vous le changez trop régulièrement, c'est compliqué. D'où mon point du début, choisissez bien au démarrage. Si vous prenez des généralistes et vous leur dites toutes les compétences changent, le parcours carrière change intégralement, mais c'est super, reste avec nous, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Donc il ne faut pas le changer trop souvent. Par contre, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre en mode on n'a plus le droit de le retoucher. Évidemment, il y a des compétences qui peuvent évoluer. Je vous prends un exemple. Chez nous, sur nos pratiques de discovery, pendant très longtemps, on faisait des choses qui étaient autour de la recherche sur le besoin utilisateur, valider les besoins. Et maintenant, on fait des choses qui vont jusqu'au marché, en fait, faire des business cases, compétences qui n'existaient pas et qu'on a du coup ajoutées dans le parcours carrière. Donc si je vous fais le résumé là-dessus, je pense que c'est hyper important. Et donc si je reprends un peu ma trame, c'est vous avez un peu une mission en tant qu'organisation et vous avez un écosystème avec vous. Vous cherchez à répondre à cette mission et à développer les meilleures choses possibles. Pour le faire, il faut vous poser la question de comment vous vous organisez. Quelle typologie d'équipe, quelle typologie de compétences il vous faut. Une fois que vous avez défini ça, vous allez zoomer sur les compétences pour expliquer à toutes vos équipes ce que vous attendez d'elles et donc du coup comment elles peuvent progresser avec vous dans le temps et se projeter. C'est hyper intéressant. Je fais cette parenthèse, mais chez Meilleurs Agents, sur 90 personnes en 4 ans, j'ai eu 4 départs. Donc c'est des choses aussi qui projettent beaucoup. Alors, environnement de forte croissance et des opportunités pour tout le monde, évidemment ça aide à garder les gens, forcément. C'est pas une boîte qui avait aussi à faire des layoffs, etc. Mais c'est quand même intéressant parce que du coup, ils savaient quand ils nous rejoignaient ce qu'ils allaient venir chercher, ce qu'ils allaient apprendre et ce qu'ils pouvaient espérer dans 4 ou 5 ans.
Donc ça, c'est hyper intéressant. Et rebelote chez YouSign, on est une trentaine dans les équipes produits, et ça fait 2 ans, on n'a pas eu de départ. Et je pense vraiment que ces parcours carrière sont extrêmement liés à ça. Alors, je vous mens un petit peu, il y a eu des départs au démarrage, parce que quand vous arrivez, que vous changez l'organisation et que vous implémentez un nouveau parcours carrière, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce que vous faites. Donc là, il faut avoir des discussions très honnêtes, de se dire, bah, en fait, c'était une phase de jeu dans laquelle c'était bien et tu as apporté plein de choses pour l'entreprise. Pour la prochaine, on peut t'accompagner à rentrer dedans, mais si c'est pas ce que tu veux faire, bah, après on peut se quitter en très bons termes et s'accompagner même sur le départ. Donc il y a eu quelques départs au démarrage, parce que forcément quand vous arrivez, que les gens faisaient un job de PM et vous arrivez en disant bah, maintenant le job de PM c'est ça, et qu'il y a complètement un mismatch sur plusieurs compétences, bah, soit les gens se disent super, je vais apprendre, j'ai envie d'aller vers ça, soit ils disent non en fait c'était pas ça que je voulais faire, je vois pas mon job comme ça, et ils s'en vont et c'est ok. Pas de questions là-dessus? Trop bien. J'espère que vous aurez des questions pour la fin quand même. Niveau timing, on est bon? On est bon. Magnifique. Une fois qu'on a ça, alors, on a enlevé plein de choses dans la presse, je pourrais vous parler de plein de choses après, les pratiques de discovery, c'est un truc qui est assez fascinant. Il y a vraiment plein de sujets, mais on voulait zoomer sur la partie culture, aussi comment vous animez une équipe, les valeurs, les rituels, etc. Bon, j'en parle pas là, mais je vous spoil un peu, si vous voulez en parler après aussi avec une bière, on peut. Mais du coup, l'idée là sur laquelle on voulait zoomer, c'était comment diffuser et promouvoir sa culture d'équipe. Parce qu'en gros, si vous êtes arrivé à ce stade-là, vous avez une super orga, qui répond hyper bien aux besoins que vous vous êtes fixés, que ce soit votre board, vos invests, le comité exécutif, peu importe, mais ça répond hyper bien. Vous savez où vous allez dans vos carrières, vous avez recruté les bonnes personnes, encore une fois, pas de profil mieux que les autres. Et maintenant, en tant que manager, on se met autour d'une table et je vous dis quoi faire. Et là, ça pose problème, parce que je ne vous ai pas recruté pour vous dire exactement quoi faire. Et donc, on a beaucoup ces phrases, vous savez, on prête à Steve Jobs la phrase de « j'ai pas recruté des gens pour leur dire quoi faire, on recrute des gens meilleurs que nous, c'est pas pour leur dire quoi faire, etc. » Il y a un peu ces poncifs dans le management. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas forcément évident, parce que quand vous avez 30 personnes, vous leur dites pas bah, « c'est super, vous êtes intelligent, on y va ». Il faut un petit peu cadrer. Donc, ça nous a amené à cette philosophie qui est un peu bizarre, mais je vous la partage, qui est en fait, on est convaincu le bon management et le bon leadership sur une équipe, notamment une équipe produit, c'est en fait de créer le cadre de liberté pour que votre équipe soit autonome. Donc c'est bizarre le cadre de liberté. Donc en fait, on va définir plein de choses autour de l'équipe pour qu'ils n'aient pas à réfléchir à ça, que ce soit les objectifs macro de l'équipe, que ce soit l'organisation, les parcours carrière, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre, les KPI, etc. Et ensuite, il y a des choses, par contre, où on va les laisser hyper autonomes. Donc vous voyez ça un peu comme on a fait le bac à sable, mais c'est pas nous qui leur disons quoi construire dedans. On leur donne les règles du jeu et ensuite c'est eux qui font. Et c'est vraiment ça qu'on veut atteindre. Et un des éléments qui a été clé pour nous là-dedans, qu'on n'avait pas chez Meilleurs Agents et qui m'a énormément manqué, en fait, maintenant que je l'ai, je ne pourrais pas refaire une entreprise sans l'avoir, c'est ce qu'on a appelé nous nos principes d'équipe produit. Donc en plus on l'a un peu marketé parce que ça tombe sur Sign, ça marche hyper bien quand on s'appelle YouSign. Pas mal. Hein. Pareil, hein, on rigole, c'est un mot, mais ça nous a appris, il y a eu 1 an avant l'épiphanie de se dire attends, mais ça fait Sign en fait. C'est-à-dire ISNG, c'est bizarre. Bon bref, voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Mais ce que ça permettait, c'était vraiment de donner du cadre à l'équipe en leur disant qu'est-ce qu'on veut valoriser, comment on veut travailler. Quand vous construisez un produit, vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez faire plein de petits lots, vous pouvez faire un truc très gros. Vous pouvez vous dire sur votre marché, il faut qu'il soit parfait du premier coup, ou vous pouvez y aller avec un brouillon vraiment un peu cracra et c'est pas grave. Et en fait, ça c'est des questions, si vous laissez vos équipes se les poser au fil de l'eau et que votre équipe grandit, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes convictions. Donc dans vos 30 personnes, vous en aurez un qui fait des trucs en mode ultra MVP, super petit, etc. Et un autre qui sort jamais rien avant 1 an parce qu'il veut que ce soit parfait. Et là, la tentation quand vous voyez ça, c'est de vous dire ça va pas comme je veux, je vais leur donner des règles, je vais leur dire maintenant c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, il y a une autre façon de faire pour les laisser autonomes, c'est de construire ce type de principe. Donc ces principes, on les a vachement marketés, c'est un poster, on l'a imprimé, offert aux gens dans l'équipe. Alors, je sais pas qui l'a affiché dans sa chambre, hein, mais voilà. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est de les faire vivre. Donc pas juste s'arrêter à Sign. Donc pardon, Sign, c'est pour Speed First, Impact Driven, Growth Mindset et Neat Design. Quand je suis arrivé chez YouSign, le projet, le tarif minimum, c'était 1 an. Donc il n'y a rien qui sortait à moins d'1 an, même des petites choses, parce qu'il y avait des sujets de compliance, etc. Donc en fait, on s'est dit, on va mettre Speed First en premier, parce qu'il va falloir aller un petit peu plus vite sur un marché avec 100 concurrents, ça va aller un peu vite. Donc on va mettre Speed First. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé d'expliquer, parce que le premier jour, on a pris l'équipe engineering et on leur a dit, bon les mecs, on va aller vite. Barricade dans les bureaux, ils ont dit qu'on n'allait plus écrire de tests, il y aura des bugs en prod, tout va exploser, bon voilà. Et donc après, il faut un peu expliquer sa pensée, parce que derrière le mot un peu magique, donc là, ce qu'on leur a dit, c'est pas on veut faire des trucs cracra, ce qu'on leur a dit, c'est on apprend de nos utilisateurs, donc si on est trop lent, on va livrer des choses, un peu le côté, on livre un truc qui est parfait, mais qui est parfait dans notre tête, mais en fait personne s'en sert, donc c'est un énorme gaspillage, et donc du coup, si on allait plus vite,
Ça serait beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire mal faire les choses, pas répondre aux normes de sécurité, etc. Et donc ça permet de faire ça. Et après, il y a des exemples. Alors mes exemples, j'en suis vraiment désolé parce qu'ils vont absolument pas vous parler. On a lancé un niveau de signature qui s'appelle l'AESQC. Vous êtes ravis de l'apprendre. On va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, c'était un projet typique chez nous. On se fait auditer comme des banques et des assurances. On se fait auditer tous les ans pour avoir un agrément pour pouvoir travailler. Donc si on le perd, on arrête. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de stress et que les projets sont longs. Mais du coup, c'est devenu tellement long que sur ce niveau de signature, on s'est dit, on ne peut pas le lancer avant qu'il soit parfait, que l'interface soit parfaite, etc. Donc 1 an, voilà, tarif minimal habituel. Quand on zoome un peu dessus, on se dit on peut déjà faire un truc un peu plus léger, sans interface, que sur l'API. Ça, c'est 4 mois. On le sort, et au moment où on le sort, la norme change, le niveau n'existe plus. Et on s'est dit, on a bien fait d'aller vite. Donc c'est devenu un exemple chez nous qu'on raconte à tous les gens qui arrivent, où si on avait fait ça pendant 1 an, on aurait été encore en train de développer avant de se rendre compte que le niveau n'existait plus. Donc c'est des exemples, mais du coup qui sont intéressants. Pareil sur le impact driven. Ça va un peu dans le sens de ce que je vous ai dit avant. Et donc pareil, on a précisé, évidemment, impact driven, je pense qu'il n'y a aucune équipe produit qui vous dit, j'ai pas envie d'avoir de l'impact. Je pense que jusque-là, on est plutôt bon. Du coup, ça veut dire quoi être drivé par l'impact? C'était essayer de se dire, on va mettre le bon niveau d'effort en face de l'impact qu'on espère avoir. Parce que du coup, avec notre côté où on faisait tout parfaitement du premier coup, changer un mot sur la homepage de la plateforme, c'était genre 3 mois. Parce qu'il fallait que tout le monde l'ait vu, que le légal l'ait vu, que la compliance l'ait vu, que limite on écrit à la CNIL pour demander si on pouvait l'écrire comme ça. Enfin, c'était vraiment extrêmement long. Et donc du coup, pareil, on a pu vraiment raccourcir en disant, bon, c'est un mot sur une homepage, ça prend 3 minutes à changer. Au pire, quand quelqu'un n'est pas content, on peut le changer très rapidement. Donc pas besoin de passer 3 mois. Bon, c'est un peu dépensif, mais ce que je vous dis, c'est que ça a vraiment changé profondément la façon de travailler. Alors vous devez vous dire comment on travaillait avant, peut-être, mais tout n'était pas noir, hein. Il y avait des trucs qui étaient très bien. Growth Mindset, ça nous a permis de mettre le buzzword Product-led Growth. Si vous voulez, on pourra en parler après de ce sujet-là, parce que c'est vraiment, si vous n'avez pas ça dans vos decks de levée de fonds en 2024, c'est comme IA, vous n'avez pas un peu d'IA et un peu de Product-led Growth, ça marche plus. Mais au-delà de la plaisanterie, des choses qui sont hyper intéressantes, où par exemple, chez nous, en fait, on livrait le produit, mais c'est ce que je vous disais au début, on disait le sales, il va faire une démo. Rien que ça, en se disant, non mais attends, il faudrait que le produit puisse, comme s'il se vendait par lui-même, même si à la fin, il ne peut pas vraiment se vendre tout seul, mais un peu comme s'il se vendait par lui-même, ça force à se dire, ok, en fait, il me faut peut-être un onboarding, peut-être que c'est pas clair, peut-être qu'il me faut un niveau supplémentaire d'interface, etc. Donc ça nous a aussi fait changer notre façon de concevoir nos fonctionnalités et de se dire, qu'est-ce que c'est une feature finie? C'est pas juste elle est livrée, mais en fait, c'est les gens comprennent comment elle marche tout seul. Et le dernier élément qui était Need Design, qui était vraiment, vraiment important pour nous, parce qu'en fait, je vous l'ai dit au début, notre seul différenciant sur ce marché, on peut faire des choses super bien sur des verticales et tout, mais c'est vraiment la simplicité. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et donc, du coup, pareil, quand on se dit speed first, on se dit on va faire des choses qui sont moins bien. Donc, il y a les engineering qui ont mis le feu en disant on va tout casser, etc. Mais imagine la tronche des designers aussi, hein. On va aller vite, il ne faut pas prendre trop de temps sur les maquettes, et puis ça va être implémenté rapidement, etc. Donc pareil, comment on va faire, etc. Et donc du coup, il a fallu aussi se dire, il y a des choses sur lesquelles on va aller vite, mais aller vite, c'est plutôt aller plus vite sur la bonne solution et livrer plus régulièrement. C'est ça, aller vite pour nous. Par contre, s'il faut prendre du temps supplémentaire pour avoir le meilleur design sur le marché, on prendra ce temps. Donc ça faisait des principes qui pouvaient induire aussi des paradoxes, et ensuite on a livré ça aux équipes, et on leur a dit, du coup c'est sign, et maintenant, parce que c'est facile de leur donner ça, on veut qu'à chaque fois que vous parliez de vos produits, vous nous expliquiez en quoi ça répond aux 4 principes. Donc dans chaque meeting, dans chaque all-hands d'entreprise, dans chaque synchro, dans chaque point avec leur manager, ils doivent, à chaque fois qu'ils parlent de leurs produits, nous expliquer pourquoi ça répond à ça. Et s'ils ont dû en sacrifier un, pourquoi. Donc on n'a pas fait du need design parce qu'on voulait aller plus vite pour telle raison. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment changé notre façon de travailler. Et donc je vous partage ça parce qu'avec le recul, quand je me suis retrouvé avec une équipe de 90 dans 4 pays et que j'avais pas ça, on a dû vraiment mouiller le maillot et être un peu derrière tout le monde. Et donc limite à un moment donné dans le micromanagement pour s'assurer que tout est fait comme on le voulait. Alors qu'en fait avec ça ne veut pas dire que c'est pas une solution parfaite. Les équipes nous appellent des fois en disant bon, on hésite entre le G et le N, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi. Donc il faut quand même les aider à trancher. Mais au global, ils comprennent la philosophie, ils savent où on veut aller, et donc ça nous fait aller beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup moins ce côté micromanagement, et il y a beaucoup plus un côté libre pour les équipes. Donc on a vraiment marketé cette culture produit, on l'a vraiment diffusée, et ça nous a aidé. Et j'arrive au bout. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Christopher. Avec plaisir.
Alors nous, on a aussi un grand bravo à toute l'équipe de French Produit parce que depuis le début de l'année, on a un meet-up à vous présenter toutes les semaines. On est à l'heure sur nos slides, toutes les semaines, tous les mois. Ça, c'est l'étape d'après. Donc, on a déjà celui d'avril. Alors, j'ai encore plus l'honneur de le présenter puisque ce sera dans mes bureaux qui sont suffisamment grands maintenant pour vous accueillir depuis le temps. C'est donc au 119 cours Alsace-Lorraine. Le nom de ma boîte, c'est Mesetis, comme ça, vous l'avez entendu une fois. C'est pas aussi cool que YouSign. C'est l'anagramme de système. J'aurai l'immense chance de partager la parole avec Emmanuel Ozanski, qui est PM chez Penny Lane et qui a pris ses billets de train. Donc ça y est, c'est officiel. Il descend de Paris pour nous parler de ça. Le sujet, il me tient aussi vachement à cœur et Emmanuel aussi. C'est Eat Your Own Dog Food, ça veut dire en fait manger le produit que vous êtes en train de faire. Donc moi j'ai créé un software pour les architectes et architectes d'intérieur pour mieux communiquer avec leurs clients. Et j'ai aussi monté une boîte d'architecture. Donc on a créé le soft à partir de la boîte. Et Penny Lane, c'est pareil, c'était un cabinet comptable qui a été revendu pour ensuite faire un soft. Bien évidemment, j'ai pas encore l'attraction de Penny Lane, mais ça ne saurait venir. Du coup, ce sera sur ce sujet-là. Je pense qu'on pourra accueillir une 50aine de personnes à peu près. Je suis en train de réfléchir à vous asseoir dans cette salle. Bon, bref, on verra à ce moment-là. Voilà, donc vous avez la date pour le prochain événement. Encore un grand merci à nos 2 speakers et surtout à Innov de nous avoir passé ces super locaux le temps de cette soirée. Et puis, on se retrouve juste à côté pour la nourriture.